Bonsoir à tous. Que ce soit dans nos sacs, nos récipients, nos vêtements ou même nos matériaux de construction, les plastiques sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Cependant, derrière cette praticité et ce faible coût, se cachent des conséquences néfastes pour notre santé et notre environnement. Chaque seconde, 10 tonnes de plastique sont produits dans le monde et chaque 2 secondes, 1 tonne de ces plastiques se retrouve dans l'océan. Dans la première partie de notre émission de ce soir, nous aurons le privilège de recevoir 2 spécialistes qui répondront à nos questions sur les dangers liés à l'utilisation des plastiques. Ils nous présenteront également les actions en cours pour réduire les dégâts causés par ces matériaux et préserver un environnement sain pour les générations futures. Également dans ce numéro, nous parlerons du 14 juin, la journée mondiale du don de sang. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus au Centre national de transfusion sanguine où nous avons eu l'opportunité d'interviewer le directeur du dit centre. Il nous rappellera l'importance du don de sang pour notre société. Ravi de vous accueillir pour ce rendez-vous de la santé pour notre bien-être et le bien-être de notre planète. Pour nous accompagner dans l'émission de ce soir, je suis avec M. Bakete Kadivena. Il est ingénieur sanitaire et environnement. M. Bakete, c'est exact? C'est exactement ça. Comment vous allez? Très bien, Madame Olive Sionou, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne mère, la TVT. Et merci pour l'invitation. C'est tout un honneur aussi de vous avoir sur le plateau de Santé d'abord. C'est un plaisir partagé. Et nous démarrons ainsi l'émission de ce soir. Dans notre enquête à travers un micro-trottoir, nous avons interrogé la population pour connaître son opinion sur l'utilisation des sachets plastiques. Les réponses obtenues reflètent les préoccupations et les avis variés de nos concitoyens. Découvrons ensemble ce que pense la population sur l'utilisation de ces sachets plastiques. Les sachets plastiques et les plantes plastiques sont des objets bio non dégradables qui polluent l'environnement, qui sont fabriqués avec des matières inconnues. Mis à part la pollution de l'environnement, ça donne aussi des maladies inconnues. Pour les conseils, je peux dire quand la caisse essaie d'utiliser les sachets plastiques parce qu'au moins il y a certains objets dégradable, c'est un papier dégradable qu'on peut utiliser. Donc, non, bro. Pour essayer de passer dans l'enda, t'as n'y a des windinani. Te passe trop, dans l'enda des yansana, tête de yansana d'année. Pas hâte d'abadon, on a ce droit que des hatona, pas d'un droit. Et les 1000 ans, au mois de base, sauf si on benade, et y a bien nos animaux tassis, bois, et na, il va cotoler. Les sachets noirs, une demi-heure. Même temps, on tourne au plein de rouler, mais nous, nous tuons les mots, la pobe, amis de Dina les mains. Au moins dans le blanc comme ça, on peut dire que ça, c'est un peu bon. Mais dans le noir, si on met dans le noir, bon, c'est pas bon. Mounion be bien dans les robes à péter mounion. Là, les dollars les vendeurs de agbetoba la médecine. Robe à bantam mounion kaka les 100%. Yang pobe 5 ban alone avec ban léa il a été nous les méfants nous sommes pas de là mais à mounion mais bien nous l'homme il est que mila wedo que m'jo leware nous que mila so doliare est-ce que la tek pas bonamia no la tek pas bonamia il a nyon sinon mi nya be mounion voilà que mila wedo et moi jo gbagbo et subo et keketa et que mila we kaka e ba te buo et wa pa wala mi be nous comme mia sanmarore mano share wu ameko da pele mia sia ameko da pele mia sia ce que amere chovi be appeler zogbo 100 francs et revient me to ameve et alors meni be a des zogbon if you avoir amro no na homeleke bola gba to ma asere roba mena yo keke ne kemi lo kanu mo la jo
nyang bloda nom ni to so kwa satom ni ndena mbe o masoko poa amogona be a sere me na inini dom nyabe la home menye o ka wu yo nyabe la home vo agona be senini roba gbata nyang kona do me a over de na tru. Voilà ce que la population nous dit sur ces sachets plastiques. Madame Olive, je pense que l'élément que vous venez de partager reflète la problématique que posent les sachets, les plastiques en général, et l'utilisation que nous en faisons. Mais il y a beaucoup de connaissances ou beaucoup de sujets sur lesquels on peut revenir pour nous sensibiliser les uns les autres à voir quelle utilisation rationnelle il faut en faire de ces éléments-là. Je pense que c'est ce que nous allons voir. Et nous sommes certains que vous allez apporter des réponses à toutes ces interrogations que nous posons et que la population aussi se pose. Mais dites-nous d'abord de quoi est composé un plastique? Les plastiques ont pour élément de base les dérivés de pétrole. Donc, le dérivés de pétrole qui sont la matière de base pour constituer le contenant. Maintenant, les 7 types dont nous passons, c'est les formes ou bien les types de pétrole là, de contenants. Puisque le pétrole, il y a plusieurs types. Ah, dans les noms que vous nous donnez, ce sont les types de pétrole. C'est des types de matériaux de base. Okay, en plus de ces matériaux, il y a des additifs qu'on ajoute pour rendre blanc, pour rendre flexible. Dans l'élément, quelqu'un a parlé de manger dans un sachet blanc que le noir. C'est mieux que le noir. C'est qu'il y a un élément de base qui est utilisé. C'est les additifs qui sont ajoutés pour le rendre blanc, l'autre jaune, vert, ainsi de suite. Sinon, le plastique qui soit blanc, noir, c'est la même chose. Il y a l'élément de base qui est là et ces additifs qui viennent pour donner la flexibilité. D'autres sont durs. Nous allons voir. Les plastiques sont repartis en 7 grands types. Et chaque conteneur devait marquer le type qui est utilisé pour sa fabrication. C'est ainsi que si vous voyez sur les bidons, les conteneurs, vous allez trouver ce triangle-là avec le chiffre qui illustre le type de matériaux de base qui a été utilisé. Donc, nous allons voir les 7 types, en quoi on peut les retrouver et qu'est-ce que cela va poser comme effet sur la santé. Donc, le premier type d'élément qui est utilisé pour les plastiques, vous allez voir dans le triangle 1, c'est le polyéthylène terephthalate. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Il faut que ma grand-mère qui est au village puisse parfois, c'est difficile de le dire en termes beaucoup plus... Là où on en a, on l'explique beaucoup plus. Essayez quand même. Donc, ces polyéthylènes-là, on les retrouve où? Dans les bouteilles d'eau, les bouteilles de jus, dans certains flacons de médicaments, dans des conteneurs pour les vinaigrettes, l'intérieur des boîtes de céréales. Il y a des céréales, mais des boîtes de céréales là. Et aussi pour des conteneurs, on peut mettre l'aliment ou bien le contenu et bouillir, mettre au chaud. Voilà, donc c'est réchauffer, même au niveau du micro-ondes. C'est ce premier type de plastique s'y prête à ça. Donc, le deuxième type qui se divise en 2, qui a en même temps le 2 et le 4, si vous voyez sur les conteneurs, ce sont les polyéthylènes. Polyéthylène basse densité. Là, on les utilise pour les films plastiques souples. Vous voyez, ces derniers temps, ces services traiteurs, on prépare, on met un film sur on décore, c'est joli. Voilà, ces films-là sont faits à base de polyéthylène basse densité. Et aussi, il y a certains conteneurs de cosmétiques, des shampoings et aussi les sacs qu'on utilise plastiques, les sacs plastiques qu'on utilise pour les ordures ménagères et autres là, sont faits à base de ces polyéthylène basse densité. On l'utilise aussi en pharmacie pour les gouttes. On vous prescrit des médicaments, c'est des gouttes pour l'œil, pour l'oreille, c'est à base de polyéthylène là. Le 4, c'est polyéthylène haute densité. Là, on les utilise pour les bouteilles de lait, de javel, les bouteilles de détergent et autres là. Donc, le 2 et le 4, polyéthylène
la littérature nous apprend que ces deux types de plastique démontrent moins de migration. Contrairement au 1, le 2 et le 4, le phénomène de migration n'est pas tellement constaté lorsqu'ils sont en contact avec des substances. Donc, il va sans dire que si on s'arrêtait à ces trois-là, le consommateur devrait choisir les plastiques de type 2 et 4 parce que le phénomène de migration est moindre. Dites-nous, en quoi ces plastiques constituent un danger pour notre santé? Nous prenons le premier groupe, on a vu que ça peut entraîner le cancer. Vous voyez, ça peut créer des complexes acides et faire en sorte que le temps d'exposition là puisse permettre une migration. C'est le premier groupe qu'on utilise pour faire les bouteilles d'eau minérale. Les bouteilles d'eau minérale, évidemment, les bouteilles d'eau minérale, les bouteilles de jus, toutes sortes de jus que vous voyez, les boissons gazeuses. C'est le type 1 qu'on utilise pour les faire. Et la migration est importante. Et plus le produit dure, plus la migration aussi est élevée. Voilà. Donc, et qu'est-ce que cela peut avoir comme effet néfaste direct sur notre santé? Est-ce que ça peut nous causer des maladies? Si oui, quel type de maladies ces phénomènes peuvent nous créer? Oui. Par exemple, pour le type 1, on dit qu'il y a possibilité de contracter du cancer. Ça veut dire que ça, c'est des effets à long terme. C'est des effets à long terme. Il peut y avoir des effets à court terme qui peuvent agir sur quoi? Sur les caractéristiques de l'aliment ou bien de ce qui est contenu dedans. Ça peut être quoi? Le goût de l'aliment qui va changer, ces caractéristiques dites organoleptiques, le goût qui change, l'odeur de l'aliment. Vous avez un aliment dont vous le reconnaissez une odeur. Les eaux en plastique, par exemple, nos Pure-Water. Parfois vous les prenez, après vous sentez une odeur qui change. Voilà. Est-ce que c'est dû à ce phénomène de migration dont vous êtes en train de nous parler? C'est parce que ça a été conditionné dans des situations de telle sorte que le conteneur a pu élarguer ces éléments pour que ça rentre dans l'aliment. Il faut voir aussi les conditions d'exposition qui peuvent favoriser la migration de ces éléments. Il peut y avoir aussi des conséquences nutritionnelles, c'est-à-dire les micropolluants qui sont contenus dans ces plastiques-là peuvent faire en sorte que, ou bien peuvent toucher l'intégrité nutritive de l'aliment ou bien du produit qui est contenu dedans. Ça fait dénaturer les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments qui sont dedans, les acides aminés essentiels qui sont contenus dans l'aliment. Ces micropolluants qui migrent du contenant vers le contenu peuvent avoir des perturbations sur ces micro-éléments-là. L'autre aspect aussi, c'est que cela peut entraîner des maladies de métabolisme au niveau du consommateur, voire à court terme, à long, à moyen terme, des phénomènes que nous appelons soit c'est des produits chimiques dangereux pouvant entraîner le cancer, comme je l'ai dit, pouvant entraîner des perturbations sur la reproduction, sur les systèmes de reproduction. Donc c'est des éléments qui peuvent être reprotoxiques ou à la longue entraîner du cancer. Cela peut entraîner même dès que vous consommez l'aliment, cela peut vous provoquer une indigestion, quelque chose qui fasse que vous pouvez tout de suite avoir des effets immédiats pour votre santé. Si je vous ai bien suivi, vous êtes en train de nous dire que des plastiques dont nous parlons peuvent à moyen ou à long terme créer l'infertilité ou causer l'infertilité chez l'homme? Bien sûr. Nous allons voir vers la fin les éléments que peuvent contenir ces plastiques et entraîner ces phénomènes de reprotoxicité. Voilà. Donc, le troisième type de plastique que nous avons, c'est les plastiques communément appelés les PVC, les polychlorure de vinyle, qu'on utilise pour les emballages plastiques, les plastiques des films, les flacons d'eau également, les médicaments, on les utilise dans beaucoup de choses, les gobelets pour enfants et des tissus au niveau des endus et les tuyauteries.
Ça, c'est beaucoup plus récent. Les tuyauteries pour les canalisations d'eau potable, toutes sortes de canalisations. Les enduits, la peinture. Voilà, la peinture et autres là. C'est que ce type de plastique PVC, pour les rendre flexibles, on utilise une autre substance qui est le phtalate. Ce produit contient une substance qui est toxique. Ce qu'il faut savoir, comme on le dit dans le dogme toxicologique, tout est poison. Rien n'est poison. C'est la dose. Ici, la dose, c'est le temps que le produit va faire dans le contenant plastique et les conditions de son exposition. Nous allons voir un peu plus loin tout à l'heure. Donc, ces PVC-là, en contact avec l'eau, il y a des éléments très toxiques qu'on appelle les dioxines qui vont se dégager. Et ces dioxines-là, ça peut faire quoi? Ça peut exposer l'homme à avoir des problèmes de la consommation et à des faibles poids de naissance. Donc, si une femme enceinte est exposée à ces dioxines contenues dans ces plastiques PVC, à la naissance, on va avoir des enfants avec de faibles poids. Le système immunitaire qui ne sera pas au rendez-vous et c'est des perturbateurs aussi qui peuvent entraîner une perturbation hormonale au niveau de l'individu. Vous voyez, chez les jeunes garçons, cela peut entraîner quoi? Un faible développement des organes sexuels lorsqu'on est exposé à ces plastiques PVC. Le cinquième type, c'est le polypropylène. Et là aussi, on le retrouve pour quoi? Des conteneurs de sirop qu'on a pour les enfants. Emballage des produits gras, des produits comme les huiles, les bidons d'huile et autres là. Le conditionnement pour les charcuteries, emballage des plâtres, des chips, de pain que nous utilisons là. Ce type aussi est connu comme ayant peu de propriétés de migration. Donc la migration n'est pas aussi trop importante là-bas comme au niveau de type 1 et 3. Voilà. Le sixième, c'est le polystyrène qui est aussi, on retrouve sous plusieurs formes, disons-le comme ça, sous plusieurs formes. On l'utilise pour les emballages alimentaires surtout, pour des tasses de café. Il y a certaines tasses de café qui sont faites à base de polystyrène. Les tasses de café en plastique ou en porcelaine? En plastique. Tout ce que nous parlons, c'est en plastique. Voilà, les jetables. Les jetables qu'on utilise, des take-away dans la vaisselle et autres là. Aussi, on l'utilise pour certains médicaments, pour des conteneurs de certains médicaments. On l'utilise aussi comme des isolants thermiques pour séparer, bien éviter plus de chaleur comme des isolants. On peut les faire aussi pour que ça puisse passer au niveau des températures qui sont importantes sans que le produit ne se refroidisse pas. Donc lui, son problème, c'est qu'il est toxique pour le cerveau et tout ce qui est système nerveux. Il peut agir sur le foie et les reins et aussi sur l'estomac. Le septième type de plastique on les appelle ODA. Les autres types de plastique, là c'est souvent les plastiques des polycarbonates. Il y a un élément important qui est utilisé dedans, c'est le biphénol A. Donc tous les plastiques dont vous allez voir le triangle avec le chiffre 7, il faut savoir tout ce qu'il y a le biphénol qui est dedans. Et on peut les chauffer à haute température, ça peut aller jusqu'à 120 degrés. Alors vous pouvez mettre l'aliment dedans, bouillir avec jusqu'à 120 degrés. Ça ne va pas avoir d'effet sur le contenant. C'est des bouteilles que nous utilisons, on met de l'eau pour les enfants, on leur met de bouillie pour aller à l'école. Pour aller au sport, il y a de ces gourdes-là avec les cordes qu'on attache. C'est ça, les autres qui contiennent du polycarbonate. Et on les utilise de façon courante. Les bidons de 20 litres qu'on dispose, on transfère. C'est avec les autres là. Et l'élément important qui est dedans, c'est le biphénol A. Vous voulez poser, peut-être on peut revenir. On reviendra sur le biphénol A, oui. On y reviendra. Alors, tous ces sachets-ci, tous ces plastiques, si on le comprend, sont dangereux pour notre santé.
Bien sûr. Tout est dangereux. Je l'ai dit dans le dogme toxicologique, tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose. Et je l'ai dit, la dose ici, c'est le temps d'exposition, le temps que l'aliment séjourne dans ce conteneur-là, qui va favoriser cette migration-là. C'est important d'insister là-dessus. Sinon, c'est parce que ce ne sont pas des matériaux inertes, comme le verre ou bien le bois. L'argile, les pots d'argile, céramique, ce ne sont pas des matériaux inertes, c'est vivant. Il y a des substances chimiques qui y sont ajoutées pour favoriser, comme je l'ai dit, la flexibilité et autres. Donc, ces éléments ont la possibilité de migrer du contenant vers le contenu. C'est ce phénomène de migration-là qui incrimine donc les plastiques tels que... En tout temps, le phénomène est actif en tout temps. À tout temps. Même que ce soit des aliments qu'on réchauffe ou des aliments même à froid, tant que le produit est dans le conteneur, il y a possibilité de migration. Et qu'en est-il des sachets biodégradables? Le danger est-il le même? Le danger au niveau des sachets biodégradables, c'est le processus. C'est le même processus, c'est qu'on peut prendre dans la chaîne. À un moment donné, on introduit dans la chaîne une étape où on met l'élément qui va rendre biodégradable le sachet et le processus continue. Vous comprenez? L'avantage, comme nous le disons ici, c'est la durabilité des sachets plastiques biodégradables. Le temps de séjour de l'aliment dans un plastique ordinaire, ce n'est pas la même chose que le biodégradable. Ce qui fait que vous êtes obligé de vite consommer l'aliment, sinon et l'aliment et le contenant vont s'effriter. Vous voyez un peu. Donc c'est un autre produit chimique qui est utilisé pour rendre le plastique dégradable, justement pour éviter quoi? La durée de vie du plastique. Qui va de minimum de 100 à 400 ans jusqu'à 400 ans. Et dans votre introduction, vous l'avez dit, les océans... On souffre, il faut le dire. Le grand problème, ce sont ces sachets à usage unique. On utilise, on jette. Oui. Ça peut rester dans l'environnement. Les plastiques biodégradables ont l'avantage là de réduire cette durée-là. Vous n'avez plus la possibilité de garder ça longtemps. Et c'est l'avantage. Je crois que c'est ça surtout qu'il faut encourager, la fabrication des biodégradables. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager avec d'autres mesures également, si possible, faire en sorte que la production soit beaucoup plus rationnelle et durable. Alors, au contact des repas froids, les risques liés aux sachets plastiques sont-ils les mêmes lorsqu'il s'agit des repas chauds, Monsieur Kadimena? C'est connu qu'avec les repas chauds, la migration est importante. Plus on chauffe le plastique avec l'aliment, la migration est importante. Pour le repas froid, la migration existe, mais elle est ralentie. Maintenant, ça va dépendre de la durée de vie de l'aliment. Plus l'aliment dure dans le contenant, et plus le contenant perd certaines de ses caractéristiques. Dans le reportage, il y a une dame qui a dit qu'il y a des plats plastiques, à un moment donné, vous voyez que c'est comme il y a certaines couches. Voilà. Dès que ça arrive à l'étape là, il faut jeter. Il faut jeter. Quand vous continuez pas à manger dans ça, vous allez dire que c'est aliment froid, mais la migration est déjà importante. Surtout, et à chaque fois, vous mettez le temps que l'aliment se refroidisse dedans. Ça a déjà laissé beaucoup de choses. Surtout nos mamans qui vendent du aïmolo au bord de la route, qui achètent des plats plastiques pour un an. On l'utilise, vous voyez les traces. Tant que ça ne se casse pas. Les traces de cuillère dedans. Parfois on a tendance à casser, on prend d'autres plastiques pour... Ça c'est très grave parce que plus le plastique va dans le feu, plus le phénomène de migration est important et le plastique, la substance mère et les produits chimiques qui ont contribué à le rendre sous sa forme, tous vont migrer vers l'aliment. Les eaux en bouteille, vous en avez parlé, mais nous voulons savoir les eaux en bouteille.
On sait qu'il y a ce phénomène, on a compris ce soir qu'il y a ce phénomène de migration qui rentre aussi dans ces eaux que nous appelons eaux minérales, que nous pensons être les meilleures eaux à boire. Ce soir, nous apprenons que même ces eaux minérales ne sont pas vraiment sécurisées. Donc ça veut dire qu'on retrouve des débris de plastique dans ces eaux. Bon, bien, ce ne sont pas des débris de plastique qu'on retrouve. Bon, je ne veux pas faire de mauvaise publicité pour les producteurs d'eau, mais c'est ce que la science nous apprend, ce que la littérature nous donne. C'est connu que pour le premier type de plastique dont j'ai parlé, les polyéthylènes, phthalates, qui sont des conteneurs d'eau, on peut retrouver 30 à 100 fois le métal lourd dont je parlais là, dans l'eau là, qu'une eau qui n'est pas conditionnée dans un conteneur à base de ce type de plastique. C'est ce que la littérature nous apprend. Et aussi le temps, ça je reviens toujours là-dessus. Le temps de conservation. Le temps de conservation. Peut-être vous allez à une festivité, on vous donne une bouteille d'eau, vous trouvez ça joli, vous gardez ça longtemps avant de boire après, ou bien on a bu. On cherche toujours à faire la réutilisation, on utilise le même contenant pour plusieurs autres choses. Le risque devient élevé qu'au fur et à mesure on l'utilise, il y a usure. Tout produit a un cycle de vie, une durée maximum d'utilisation. Dès que vous dépassez ça, attention, ce phénomène de migration devient aussi important. Voilà. D'accord. Alors, quelle est quand même la durée moyenne ou la durée conseillée pour garder, par exemple, cette bouteille d'eau minérale pour éviter un tant soit peu les dangers liés à ce phénomène de migration? Bon, il n'y a pas une durée standard. C'est le producteur, le transformateur agroalimentaire, compte tenu de l'aliment qu'on va mettre dans le contenant, dit il faut consommer avant telle période ou bien à la limite tel délai. Et chaque conteneur devait marquer le délai, la durée d'utilisation de ce produit-là. Et nous, consommateurs aussi, nous devons aller à cette école-là à chaque fois qu'on a quelque chose de voir jusqu'à quand je peux utiliser ça. Dès que cette période dépasse, d'abord le produit lui-même, il va commencer par perdre certaines de ses caractéristiques et le contenant aussi, à ce moment, va commencer par, il a atteint un niveau de sa vie et va commencer par avoir d'autres comportements vis-à-vis de l'aliment qui est dedans. Maintenant, le fabricant, lui, il a la possibilité de récupérer les contenants là et les recycler. Justement, un autre aspect sur lequel nous devons revenir. J'ai utilisé l'eau, le flacon, je peux le ramener au producteur. Il va retravailler ça pour pouvoir l'utiliser plutôt que de le jeter dans la nature pour remplir les caniveaux et les rigoles. Voilà. Alors, je veux bien maintenant quand nous parlons du biphénol. Oui. Bisphénol, c'est ça? Oui. Il est présent dans certains types de bouteilles. Vous venez de nous le dire ce soir. Est-ce que ce biphénol, il serait hautement dangereux pour l'homme, M. Kazimena? Et le biphénol, c'est une substance qui agit comme une hormone féminine. Ça veut dire quoi? Un garçon, dès la naissance, le bas âge, qui est en contact avec ou bien qui utilise des contenants qui contiennent le biphénol, à un âge donné, va avoir des hormones féminines dans son organisme. Il va se comporter comme une femme. Il va se comporter comme une femme. Vous voyez? Donc, il agit comme l'hormone féminin artificielle. C'est comme si on injectait au garçon l'hormone d'une fille. Et encore plus, lorsque le contenant devient de plus en plus usé, le biphénol se migre plus dans le contenu. Une femme enceinte qui est exposée au biphénol peut avoir quoi? Le retard de développement du fœtus. Vous voyez. Il résulte à l'âge adulte, l'enfant, le garçon va avoir le taux de sperme bas. Donc cela va agir aussi sur les spermatozoïdes. Il va avoir une hyperactivité, il va avoir une puberté très rapide, précoce, que
d'ordinaire. Et ça peut entraîner aussi l'obésité, des testicules qui ne vont pas se développer comme à la normale. Les prostates, la prostate du garçon va gonfler, ça va élargir lorsqu'on est exposé au biphénol. Ça peut passer dans le cordon ombilical pour avoir des infections au niveau de l'enfant. Et surtout, si l'exposition est très prononcée, ça peut entraîner le cancer de la prostate chez le garçon. Et aussi des changements au niveau des tissus de sein chez la femme. Donc, cela peut entraîner le cancer de sein chez la femme. Est-ce qu'il y a ce biphénol dans les biberons que nous utilisons pour nos enfants? Oui, si le contenant est fait à base du type 7 de plastique, c'est naturellement, oui, que le biphénol est présent dans ces biberons-là. C'est ce que vous en avez parlé, mais je voulais quand même que vous reveniez un tout petit peu sur ces plastiques qui contiennent ce biphénol pour que nous faisions plus attention dans notre vie quotidienne, Monsieur Kadilema. Ok, pour le contenant du type 7, les polycarbonates, on les voit généralement, bien on les utilise dans les plastiques qu'on peut passer au four, je l'ai dit, à une haute température. On les voit au niveau des biberons pour bébés. Donc pour les biberons des enfants, le biphénol est présent dans ces gobelets si c'est fait à base de type 7 de plastique. Il est de notoriété publique que les plats plastiques ont des conséquences néfastes sur notre santé. Face à cette situation, de nombreuses personnes choisissent d'opter pour des plats en terre qui sont souvent utilisés dans des maisons ou certains restaurants. Pour illustrer cette alternative, nous nous sommes rendus chez Marthe, une restauratrice qui utilise exclusivement des plats en terre 100% made in Togo. Découvrons cette initiative salutaire. Les calebasses juste derrière moi servent à prendre les boissons. Mes clients prennent la boisson dans ces calebasses. Les assiettes en terre battue servent à prendre de la soupe. Les petits paniers, c'est pour faire les additions, c'est pour mettre les papiers d'addition pour les clients. J'ai fait un retour en arrière pour faire la différence. Nous ne connaissons pas les plats Kassab. Nous mangeons auparavant dans ces assiettes-là. Ces plats ont des secrets que les gens ne savent pas. Ces plats vraiment sont conçus naturellement. C'est très naturel pour éviter aussi certaines maladies. Nos parents prenaient leur manger, leur tout dans ça. C'est ça qui m'a amené à opter pour les plats traditionnels. Je dirais sur le plan santé, on le dit souvent que les plats en terre battue, ce sont des plats thérapeutiques que les gens ne savent pas. Ici, c'est la terre que nous connaissons nous tous, nous Africains. Vous savez, le plat en terre battue, vous savez avec quoi on a fait ce plat? Mais les plats kassables, les plats en plastique, ils sont faits dans les usines, que nous ne savons pas réellement avec quelle matière on a fait ces plats-là. Ici, nos parents utilisaient ça, nous voyons, on fait ça devant nous, nous voyons. Mais ce qui se fait en usine, nous n'avons aucune idée de ça. Nous n'avons aucune idée de ça. Et sur le plan santé, moi, je trouve mieux que les plats en terre battue ira mieux avec nous, les Africains. Je conseille à la population, je dirais un retour en arrière. Il faut que nous retournons, nous réfléchissons. Nos parents vivaient très longtemps. Ils utilisaient ces plats-là, ils vivaient très longtemps. Il n'y avait même pas certaines maladies comme aujourd'hui. On n'avait pas de maladies comme aujourd'hui. Il y a certaines maladies avant, dans le temps, il faut avoir un certain âge avant d'avoir ces maladies. Aujourd'hui, des enfants même, un nouveau-né, a les maladies des personnes âgées. Cancer par exemple. Avant, c'était la maladie des personnes âgées. Aujourd'hui, on dit un enfant de 15 ans a un cancer. Qu'est-ce qui amène tout ça là? Il faut que nous réfléchissions vraiment sur ça. Quand vous servez la nourriture dans un sachet très chaud, la nourriture chaude dans les sachets,
le sachet dégage certains toxiques, les substances que nous consommons sans le savoir. C'est avec le temps que ces maladies-là développent en nous. Dans le temps, chez nous, en Afrique, on vivait naturellement. Mais maintenant, on constate qu'avec les sachets, tout ça, là, les gens ne respectent plus nos coutumes. Donc je pense qu'on n'a qu'à retourner en arrière et utiliser nos trucs que nos parents avaient utilisés. Mais ça là, si même tu vois, tu sens que c'est naturel et tu abats de nos plantes qu'on a fabriqué ça. Voilà, Monsieur Kadiriema, nous sommes de retour sur ce plateau. Un retour à la source. Voilà ce qu'on peut retenir de l'intervention de Mme Marthe et son client, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de faire recours à ces matériaux de base, ces matériaux locaux pour notre industrie alimentaire. Ces matériaux qui sont surtout sans danger pour notre santé? Non, on ne peut pas dire sans danger à 100%. C'est bon, ce matériau, mais ici l'inconvénient c'est le problème d'hygiène, de l'entretien. L'inconvénient premier, c'est qu'ils sont permanemment en humidité. C'est-à-dire qu'il y a l'humidité qui est là et cela peut entraîner quoi? Les moisissures. Vous prenez une calebasse, c'est bon, mais il faut sécher ça avant de servir l'autre client. L'autre aussi, c'est il y a certains milieux où on utilise de ces calebasses, on a vu une multiplication importante de contamination des hépatites. On sert quelqu'un, il boit, on met dans l'eau, on rince, on sert l'autre. On ne prend pas soin de la désinfecter et de la sécher. Sécher au soleil. Tant que ce n'est pas séché, c'est mouillé, l'eau là a la possibilité de faire revivre les microbes, le faire développer et on sert une autre personne. Donc vous avez laissé vos virus d'hépatite sur ça. Ce n'est pas bien, le temps n'est pas suffisant pour les éliminer. L'autre prend et ça devient aussi problème. Nous, maman, on faisait quoi? Quand on finit de manger le soir, les pots en argile là, sur le feu, on les renverse sur le feu pour le faire cuire, pour détruire tout ce qu'il y a eu comme l'eau, tout ça là. Je crois que c'est très important de revenir. Parce que plus il y a l'eau, plus les micro-organismes se développent. Donc c'est très important de revenir à ces pratiques ancestrales. Enfants comme adultes, nous mangeons tous dans des plats plastiques. Par quoi pouvons-nous les substituer? Très rapidement, il faut éviter de nourrir les enfants le plus tôt au biberon. Il faut plutôt utiliser l'allaitement maternel ou mettre le lait dans des gobelets autres que les plastiques pour nourrir les enfants. Sinon, ce phénomène de biphénol A avec l'hormone féminin, surtout chez les garçons, vous allez développer ça. L'autre conseil, c'est qu'il faut transvaser le plus tôt possible les aliments des contenants plastiques. La dame avait parlé de bouillie, de tout ce qu'on achète dedans. Il ne faut pas acheter, laisser longtemps dans les contenants là, il faut les transvaser et préférer justement des contenants en verre, en inox, les porcelaines et autres qui sont des matériaux inertes, c'est-à-dire ne réagissent pas avec ce qui est dedans, comme les plastiques et les additifs qui sont utilisés avec le phénomène de migration. Ça ne s'observe pas au niveau des verres, au niveau de l'inox, porcelaine, etc. Voilà. Alors, quel est votre dernier conseil à l'endroit de tous ceux qui nous regardent ce soir, surtout en ce qui concerne l'utilisation des plastiques, Monsieur Kadiriema? Bon, pour l'utilisation des plastiques, du moment où c'est sorti de la chimie, c'est que c'est dangereux, quoi. Et la dangerosité est fonction des types, on vient de voir. Donc, les plastiques, chaque consommateur devrait être sensibilisé à faire le choix judicieux. C'est peut-être, s'il faut utiliser les contenants plastiques, de préférer les plastiques de catégorie 2, 4 et dans une moindre mesure 5. Parce que là, le phénomène de migration est moins important. Il faut jeter les contenants plastiques dès qu'on constate qu'il y a un début d'usure. Et éviter aussi les gobelets
hein, et les couverts en plastique. Les films plastiques dont on prépare, on filme, c'est joli, mais ce qui a rendu le plastique là, pour avoir le film là, ce n'est pas, c'est joli à voir, mais ce n'est pas important. C'est pas important. Donc il faut préférer les voilà. films en aluminium. Voilà. C'est encore mieux, non? Il faut réduire aussi le nombre de produits de nettoyants. Surtout éviter de réchauffer les aliments en plastique dans les micro-ondes. Voilà. En tout cas, nous vous disons un sincère merci. Merci pour toutes ces informations que vous venez de nous donner ce soir. Et nous espérons vous revoir très bientôt sur ce plateau pour un nouveau sujet santé. Ce sera avec un grand plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Voici dans le deuxième plateau de cette émission avec moi, Monsieur Abdelganiou Souleymane. Il est chef division préservation des cadres de vie à la direction de l'environnement. Monsieur Souleymane, bonsoir. Bonsoir, Madame Olive. Merci de votre présence dans nos studios. Et merci à vous aussi de nous avoir invités. Le recyclage est une autre solution essentielle pour préserver notre environnement. Monsieur Gado Bema en a fait son combat en s'engageant dans le recyclage et la transformation des déchets plastiques en matière réutilisable. Nous avons eu l'opportunité de visiter son centre et de constater de nos propres yeux le travail qu'il abat au quotidien avec son équipe. Apprécions ensemble cette initiative en faveur de la protection de l'environnement. On a commencé cette activité lorsque nous étions à l'université et ce qui nous avait motivé vraiment à nous engager pour la cause de l'environnement, c'est que nous étions arrivés à un moment de l'université où l'université était dans une situation d'insalubrité sans précédent. Et nous avons constaté que c'est un temple de savoir et ce temple de savoir devrait regrouper des étudiants qui sont assez conscients de l'enjeu de l'environnement et prendre à bras le corps cette préoccupation pour pouvoir éviter que les déchets viennent envahir ce temple de savoir. Et donc ça nous a vraiment tiqué, choqué. Et nous, on a décidé de mener une action en faveur de l'environnement. Mais bien avant d'arriver à l'université, moi j'ai eu un proviseur et chaque week-end, il nettoyait les alentours de sa maison. À l'école, il essaye également d'amener les étudiants à comprendre les enjeux de l'environnement. Et au même moment, lorsque les étudiants rejettent les déchets dans l'espace de la cour, le monsieur, il se promène, il ramasse au vu des étudiants et des élèves. Et cette attitude m'a tellement marqué. Donc c'est comme ça que c'est parti. Pour mener cette activité, dès que nous avons découvert le recyclage et que nous avons constaté que c'était une solution indéniable à la résolution des problèmes que nous vivons, il fallait trouver la stratégie pour pouvoir amener la population à s'engager, à s'intégrer dans le système que nous voulons mettre en place. Nous, l'objectif, c'était de créer un modèle économique afin de pouvoir permettre à ces communautés de pouvoir gagner un retour financier lorsqu'ils s'investissent dans le tri. Et c'est comme ça que nous avons créé des réseaux de collecte dans les différents quartiers et nous avons mis en place des unités de récupération des déchets en sensibilisant la population, les ménages à trier les déchets et revendre ces déchets pour pouvoir gagner de l'argent. Nous accompagnons les communes à mettre en place le système de la stratégie organisationnelle de la gestion des déchets. Nous avons 3 types de produits à l'état actuel. Donc nous avons les granulés, les broyés. Une autre partie des plastiques est utilisée pour faire les matériaux de construction, notamment les pavés que nous avons commencé. Donc il y a d'autres produits que nous allons sortir certainement très bientôt. Les effets positifs sont énormes sur l'ensemble de la chaîne. Donc le premier avantage, qui est un avantage indéniable sur lequel tous les pays s'attaquent à la question du plastique aujourd'hui, c'est d'abord la santé de la population. Parce que quand ils se retrouvent dans la nature, vous voyez, il y a des détritus de plastique qui s'infiltrent même dans les nappes phréatiques, qui peuvent se retrouver très très fins et vus au microscope,
et que nous consommons sans le savoir. Les poissons que nous consommons aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer, quand on fait les analyses chimiques de poissons, vous allez retrouver des détritus de plastique qui se retrouvent accumulés dans les poissons que nous consommons. Et quand le déchet plastique est brûlé, il dégage des gaz à effet de serre qui impactent également sur les changements climatiques. Donc, le plastique est dans le quotidien de l'homme. Et la meilleure manière de pouvoir éliminer le plastique dans le quotidien, c'est-à-dire dans la nature, c'est de le transformer, de le recycler et de le valoriser. L'autre enjeu, c'est la réduction des coûts de gestion au niveau de l'État. Les difficultés, ça ne manque pas. Parce que le recyclage, c'est une forme d'industrie qui fonctionne avec beaucoup de charges. Vous êtes à pas moins de 5 millions de charges électriques par mois. Vous avez également la charge salariale et ensuite, vous devez faire face à des questions importantes, la fiscalité. Quand on applique la loi pollueur-payeur, nous, on devrait être des structures qui reçoivent le paiement de ces structures qui créent les dommages pour l'environnement. Et donc, nous, on répare ces problèmes-là de ces sociétés et nous sommes obligés ou nous sommes soumis au même type de fiscalité comme les mêmes sociétés qui créent les dommages et qui ne contribuent en rien. Les charges que nous rétribuons de l'État et nous diminuons au niveau de l'État ne sont pas comptabilisées comme un acquis au niveau de l'État pour pouvoir nous déduire de cette responsabilité fiscale qui va permettre de pouvoir projeter notre activité. Notre ambition, c'est de pouvoir déporter cette solution dans les autres villes du pays. Voilà M. Garou Bema qui fait un travail vraiment louable, qui sauve la nature, si on peut le dire ainsi, par cette belle initiative. Vraiment, c'est une belle initiative parce que M. Bema, c'est un ancien collaborateur. Il a fait d'abord un stage chez nous, à la direction de l'environnement. Et c'est un jeune que je salue beaucoup par rapport à son initiative. Effectivement, la problématique des sachets plastiques, comme il vient de l'aborder, effectivement, ça doit être tellement capital dans la mesure où ça touche, comme il vient de le dire, la santé humaine. Non seulement l'environnement, mais la santé humaine surtout. Alors, je pense que tel qu'il vient de le dire, effectivement, quand vous allez maintenant au niveau du plastique par rapport à ses conséquences en matière sur le plan environnemental, ces conséquences sont énormes. En allant déjà de la production jusqu'à maintenant son rejet au niveau de l'environnement naturel, avec maintenant ça dit que quand il se retrouve aussi au niveau de la chaîne alimentaire jusqu'à ce que ça revienne au niveau de l'homme, vous voyez que c'est un processus vraiment qui est très important, qu'il va falloir à un certain moment se poser la question, qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que la vie vraiment n'aura pas de sens si vraiment on laisse continuer ce fléau-là, dans la mesure où au jour d'aujourd'hui, on a pu déduire même que les scientifiques même ont pu remarquer les microplastiques au niveau du lait maternel. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est-à-dire qu'une pirogue qui est en train de chavirer. Franchement, si ça peut atteindre même jusqu'à ce niveau, ça veut dire que notre progéniture, vraiment, nous sommes vraiment atteints. Donc il va falloir maintenant qu'au niveau international, qu'on puisse voir maintenant dans quelle mesure on peut prendre maintenant c'est-à-dire que des résolutions très fortes maintenant pour voir maintenant la situation. Justement, l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement s'est tenue, la 5e, s'est tenue à Nairobi, au Kenya, du 28 février au 4 mars. Entre autres résolutions d'élaboration d'un instrument important. Pouvez-vous nous parler de cet instrument, M. Souleymane? Oui, l'instrument, il n'est pas encore élaboré, c'est-à-dire que l'Assemblée a autorisé l'élaboration de l'instrument. Effectivement, par rapport maintenant aux enjeux qu'on vient de décrire, par exemple, quand vous prenez les plastiques maintenant sur les 3 compartiments de l'environnement, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau de l'air, que ce soit au niveau de l'eau, vous voyez exactement la présence maintenant de ces plastiques maintenant qui gangrènent maintenant, ça veut dire que tous ces écosystèmes-là. Il va falloir maintenant que dans une mesure ou dans une autre, que l'Assemblée générale des Nations Unies, au vu des rapports du programme de l'environnement, puisse maintenant voir maintenant dans quelle mesure, et aussi des scientifiques, qui puissent maintenant voir maintenant dans quelle mesure maintenant, ça veut dire que toutes ces revues maintenant qui sont versées, toutes ces recherches maintenant qui ont donné maintenant leurs fruits par rapport maintenant à la dangerosité des plastiques, qu'on puisse voir maintenant, il faut arrêter.
et arrêter dans quelle mesure, parce qu'il faudrait que ce soit maintenant des communs accords, que tous les pays maintenant qui subissent maintenant ces fléaux-là puissent se réunir maintenant pour pouvoir réfléchir par rapport maintenant là. Quel est le contenu maintenant qu'il faut donner maintenant pour pouvoir maintenant orienter comment les pays vont gérer maintenant la matière plastique. Et ça, ce n'est pas seulement les déchets plastiques, mais c'est les plastiques dans son ensemble, depuis sa conception jusqu'à son utilisation et jusqu'au rejet. Parce que comme on le dit effectivement, ça dit que le problématique se trouve au niveau même de la conception. Lorsqu'on lui donne maintenant, ça dit qu'il est basé maintenant sur les matériaux qui durent dans le temps, il est tout à fait normal que même s'il est rejeté après usage, il va durer aussi dans l'environnement. Maintenant, si déjà au niveau de la conception, les gens ont pu réfléchir pour dire qu'il faudrait maintenant peut-être qu'on puisse mélanger certains matériaux pour lui réduire sa durée de vie, ça pourra permettre à ce que, même s'il est balancé au niveau de l'environnement, sa durée sera moindre et que ses répercussions et ses effets sur l'environnement aussi seront amoindris. Parce que tel qu'on les connaissait effectivement par rapport à la production actuelle, vous avez maintenant des plastiques maintenant qui vont au niveau des milieux marins et qui rentrent maintenant dans le régime alimentaire maintenant des aliments. On dénote maintenant présentement plus d'1 million d'oiseaux qui meurent chaque année. Les oiseaux marins qui meurent chaque année par l'ingestion du plastique. Vous avez plus de 100 000 mammifères maintenant qui meurent chaque année pour les intoxications par rapport aux sachets plastiques. Je crois que c'est énorme. L'Assemblée générale des Nations Unies a pris une bonne résolution et il est en train d'accompagner quand même, ça dit que le secrétariat du PNUE pour que cette résolution-là aussi puisse aboutir dans un futur proche pour pouvoir libérer effectivement, maintenant ça dit que les hommes et les animaux de tous ces fléaux-là. Alors, en dehors de la santé humaine, on comprend que ces sachets plastiques détruisent sérieusement la flore marine. Et donc, c'est certainement dans ce cadre aussi, outre cette rencontre, une autre réunion internationale s'est tenue du 29 au 2 juin 2023 sur la pollution plastique à Paris, n'est-ce pas, monsieur? Alors, de quoi était-il question et qu'est-ce que ces échanges vont apporter dans notre vie quotidienne, surtout pour nous les Togolais? Effectivement, la rencontre maintenant qui a eu lieu à Paris est dans la feuille de route même de la mise en œuvre de la résolution qui a été prise au niveau des Nations Unies. Bien sûr, le sachet plastique présentement, il est incontournable dans nos usages. Nous sommes déjà habitués, mais il va falloir maintenant réfléchir maintenant comment on peut l'utiliser et éviter ses impacts. Alors, c'est vrai, s'il faut continuer par l'utiliser, on ne va pas continuer par utiliser toutes les formes de sachets plastiques. Surtout les sachets plastiques à usage unique, effectivement. Les sachets plastiques à usage unique, en réalité, doivent être bannis. Nous devons pouvoir maintenant voir dans quelle mesure nous allons peut-être revenir en arrière. Parce qu'auparavant, vous voyez maintenant, les grands sachets plastiques comme on écrivait Marlboro ou Fini et consorts, c'est des sachets plastiques avec lesquels on peut faire des réutilisations. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser aujourd'hui, demain retourner encore au marché avec. Présentement, ces sachets-là n'existent plus. Vous avez les pots que nous avons là. La femme, elle va maintenant au marché avec son petit porte-monnaie. Elle revient avec une dizaine de sachets plastiques. Demain, si elle retourne sur le même marché, tous ces sachets plastiques-là maintenant sont relargués dans la nature et on retourne encore pour en prendre encore de nouveaux. Vous voyez? Donc l'accumulation de ces sachets plastiques-là maintenant au niveau du sol, dans les eaux et puis même dans les airs à travers maintenant, ça dit que le brûlage, vraiment, elle n'est plus à démontrer. Parce qu'on est arrivé aujourd'hui à démontrer que les plastiques, maintenant, le brûlage des sachets plastiques contribue à 6% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il a aussi un rôle à jouer maintenant dans la contribution pour les émissions au niveau des changements climatiques. Le phénomène, il est vraiment, ça dit qu'il est vraiment de taille, qu'il faut quand même prendre des mesures pour voir maintenant les mesures de taille. Vraiment, effectivement. Il faut prendre aussi des mesures de taille, comme vous l'avez dit, pour pouvoir maintenant résoudre ces problèmes-là. Et qu'on demande exactement la contribution de tout le monde. Donc à Paris, comme vous venez de le dire, effectivement, c'est-à-dire que les orientations ont été données à la première réunion qui a eu lieu à Punta del Este, en Uruguay. Maintenant, le PNUE a centralisé maintenant toutes ces orientations-là. Il en a fait un petit document d'orientation qu'il a remis encore au pays pour qu'à Paris, les gens puissent aussi voir exactement si toutes les préoccupations qui ont été citées lors de la première réunion ont été prises en compte. Ici, il y a encore des orientations additionnelles qu'on puisse encore les réenchir afin de pouvoir maintenant, ou sortir maintenant de Paris, de pouvoir disposer maintenant d'un draft du document qui peut être traduit de façon juridique pour qu'on puisse avoir maintenant un document juridiquement contraignant d'ici 2024.
L'année prochaine. Non, l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, effectivement. L'année prochaine, effectivement. D'accord. Alors, Monsieur Souleymane, nous le savons tous aujourd'hui, l'usage du plastique reste incontournable dans nos ménages. Nous venons de le dire aussi. Voilà. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour leur remplacement? Alors, les dispositions qui sont envisagées au niveau de l'instrument, c'est de pouvoir, effectivement, c'est-à-dire que contribuer à la recherche. Il faut vraiment que les chercheurs puissent nous faire des propositions, dans la recherche des alternatives surtout. Il va falloir maintenant agir sur comment réduire la durée de vie de nos plastiques que nous allons utiliser. C'est vrai que les plastiques maintenant à usage unique seront bannis. Il va falloir maintenant qu'on s'habitue à travers maintenant nos différents comportements. Il y aura quand même un volet sensibilisation qui sera quand même bien axé au niveau de l'instrument, pour que les gens puissent maintenant voir maintenant dans quelle mesure maintenant on peut peut-être adopter des comportements qu'on puisse se passer du moins à l'usage maintenant des sachets plastiques à usage unique. Maintenant, pour les autres types de plastiques, maintenant, on peut les utiliser, mais toutefois maintenant en réduisant leur durée de vie. Il a été démontré au niveau scientifique que la plupart maintenant des additifs qu'on y ajoute sont vraiment toxiques. Là, vraiment, ça dit que l'opinion internationale maintenant sera très regardante par rapport à ça, pour que ce qu'on peut utiliser maintenant pour rentrer maintenant dans la conception de ces plastiques-là, on puisse éviter maintenant tout ce qui est toxique. Qu'on puisse faire en sorte que au moins ce qui sera utilisé maintenant soit des trucs bio et qui sont danger pour la santé humaine. D'accord. Alors, plusieurs résolutions sont en train d'être prises, des drafts sont en train d'être élaborés, mais dites-nous jusqu'à quand aboutirons-nous à cet engagement international? Quelles seront les modalités à suivre pour sa mise en œuvre? Alors, jusqu'à quand aboutirons-nous à cet engagement international? Je crois que l'Assemblée générale des Nations Unies a donné seulement 2 ans au comité intergouvernemental de négociation qui a été mis en place à cet effet pour pouvoir maintenant élaborer l'instrument. Je pense que techniquement, en 2024, en décembre 2024, si tout va bien, on pourrait avoir quand même un draft qui pourrait maintenant être soumis maintenant à l'Assemblée générale des Nations Unies pour adoption. Et après ça, maintenant, on dit qu'il y a des étapes maintenant de ratification que je ne peux pas préciser exactement quand ça va terminer. Tout dépendra maintenant, puisque ça est au plus haut niveau, au niveau politique, plus haut niveau. Donc là, vraiment, je crois qu'en 2024, maintenant, on finira maintenant tout le processus par rapport au traité, c'est-à-dire au traité maintenant qui sera abouti dans la mesure où on aurait donné tout l'arsenal juridique qu'il faut. Maintenant, l'autre phase, maintenant, par rapport maintenant aux politiques, je pense que ça, peut-être en 2025 ou bien 2026, on pourrait aboutir. Mais la mise en œuvre proprement dit, vous ne saurez nous dire. Effectivement, la mise en œuvre proprement dit, il va falloir maintenant que nous puissions maintenant nous approprier maintenant du contenu, afin qu'au niveau de chaque État, qu'on puisse voir maintenant dans quelle mesure on peut le mettre en œuvre. Chaque pays, le Togo par exemple, va élaborer maintenant son plan d'action pour voir maintenant au niveau du Togo maintenant quelles sont les actions qu'on peut mener maintenant pour amoindrir maintenant les effets sur les plastiques, sur les sachets plastiques, sur l'environnement et sur la santé humaine. D'accord. Vous allez, c'est tout ça là et c'est suivi. C'est vrai qu'il y aura des financements des Nations Unies maintenant pour pouvoir maintenant aider les pays à pouvoir mettre en œuvre les plans d'action, mais on doit pouvoir rendre compte. Chaque année, vous devez vous rendre compte maintenant exactement comment est-ce que vous avez pu peut-être faire l'abattement par rapport maintenant le taux que vous avez par rapport maintenant aux sachets plastiques au niveau national. Qu'est-ce qui a été amoindri par rapport à ce que vous êtes présentement? D'accord. Le processus, il est long? Le processus, il est long. À chaque temps, maintenant, on vous évalue parce que, exactement, le problème qui se pose aussi, c'est qu'il y a déjà des matières premières qui sont fabriquées, des tonnes et des tonnes maintenant qui attendent. Maintenant, dire qu'on a banni en même temps tout, je crois que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des enjeux financiers là-dessus. Parce qu'après maintenant la signature définitive maintenant de ces traités-là, il y aura quand même un moratoire, un délai moratoire pour que les stocks maintenant qui existaient, on puisse les épurer d'abord en attendant de pouvoir maintenant commencer la mise en œuvre maintenant des nouvelles pratiques qui sont contenues maintenant dans l'instrument. D'accord. Ah, le chemin il est long, mais nous espérons. Je crois qu'il vaut mieux tard que jamais. Je pense que tel qu'on l'a dit, effectivement, le chemin il est long, mais on a espoir. Ça vaut la peine, effectivement. Bien-être et le bien-être de notre environnement. Tout à fait. Ce soir aussi, nous parlons du 14 juin. Le 14 juin, c'est la journée dédiée au don de sang. Voilà. Et nous allons faire un clin d'œil justement. Sans placement, partageons une vie, c'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale dédiée au don de sang.
Dans ce dernier sujet, nous nous sommes rendus au Centre national de transfusion sanguine où nous nous sommes entretenus avec le Dr Feteke, responsable du dit centre. Il nous dit pourquoi il est important de donner son sang et qui peut le faire. En plus de son expertise, nous aurons également le témoignage de 2 concitoyens rencontrés au Centre national de transfusion sanguine. Écoutons-les pour mieux comprendre l'importance de cet acte salutaire. C'est d'abord le thème de la journée, c'est sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent. Donc c'est le message que je lance aux donneurs, de faire en sorte que leur sang et leur plasma soient largement partagés, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin à vie de leur sang pour leurs soins. Et donc en partageant le sang et le plasma, ils donneront la vie à ces gens-là. Et donc ces gens leur répondent, ces receveurs de produits sanguins répondent, nous vivons parce que vous donnez. Donc c'est l'occasion de les exhorter à continuer à partager la vie. La particularité de la journée, c'est qu'on met l'accent sur les besoins réguliers en sang pour certains patients. Des patients qui dépendent des transfusions pour continuer à vivre. Et donc, les dons de sang réguliers vont répondre à ces besoins réguliers et là, eux aussi, ils pourront trouver du sang pour leurs soins. Le Togo, aujourd'hui, en termes de couverture des besoins en produits sanguins, est à 75%. Donc, pour avoir l'autosuffisance en produits sanguins, il nous manque 20 000 poches à prélever pour atteindre cette autosuffisance, puisque nous avons prélevé en 2022 60 000 poches sur toute l'étendue du territoire, alors qu'il en fallait 80 000. Le cap n'est pas encore au Togo sur le don de plasma, d'accord? Parce que le thème est mondial. C'est pour ça que le plasma avait une place importante. Donc, dans les autres pays, ils ont plus les maladies, des troubles de coagulation. Chez nous, ce n'est pas le cas. Et donc, même si on va y arriver, ce n'est pas immédiat. Pour atteindre l'autosuffisance en produits sanguins, il y a un gap de 20 000 poches à rattraper. Et pour rattraper ce gap-là, il va falloir continuer la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement. D'abord, pour les donneurs, ceux qui sont déjà donneurs, c'est d'être réguliers. Donc, changer de comportement et devenir régulier. Et pour ceux qui ne sont pas donneurs, d'entrer progressivement dans le processus de don de sang. Et on espère par ce mécanisme-là atteindre l'autosuffisance dans les années à venir. Le secteur de la transfusion sanguine est vraiment décentralisé puisque en plus des centres régionaux comme le CNTS de Lomé et le CRTS de Sokodé, il y a des postes de collecte et de distribution dans les préfectures. Donc le pays est couvert par 8 infrastructures transfusionnelles et si ces établissements fonctionnent à plein régime, on peut atteindre l'autosuffisance. Bon, dès mon jeune âge, j'aime aider mes collègues ou bien les gens de ma société. C'est pourquoi, c'est ça qui m'a motivé à donner du sang. J'invite toute la population togolaise à donner du sang parce que le jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas de sang artificiel. C'est en donnant notre sang qu'on peut sauver des vies. Je suis ici pour acheter du sang pour un de nos frères qui est malade. On vient, on répond, on dit demain. Aujourd'hui, on est venu vite, on ne sait pas si on va trouver du sang. Pour ceux qui veulent donner du sang, je les invite à venir donner. Ça pourrait sauver des vies. C'est mon frère qui est hospitalisé. Il est anémié. Oui, il est anémié depuis 4 jours. Puis je suis ici pour demander 4 poches de sang. Mais c'est seulement une poche que j'ai trouvée. Et il me semble que c'est avant-hier. Donc je suis revenu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, toujours pas. Moi-même, je n'étais pas donneur avant, mais cette fois-ci, j'ai pris mes décisions de faire partie des donneurs pour la prochaine campagne de don de sang. Monsieur Souleymane, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donner son sang, c'est un geste simple, mais qui sauve beaucoup de vies. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce que qui vient de dire? Merci Olive. Je crois que je suis éclairé par la déclaration du docteur qui dit qu'on a encore 20 000, ça dit 20 000 poches
pour pouvoir aller à l'autosuffisance en matière des poches disponibles pour le sang. Je pense que vraiment le plus gros cadeau que l'on peut faire à la vie, ou bien le plus gros, le plus grand, si on peut le dire, aumône qu'on peut faire maintenant dans sa vie, c'est de pouvoir donner son sang pour sauver des vies humaines. Parce que c'est très important. Le moteur de la vie pour l'homme, c'est le sang. Je crois que lorsque nous avons du sang, je pense que nous pouvons quand même s'estimer heureux. Les autres pathologies, peut-être qu'on peut on peut sur le plan médicinal quand même pouvoir maintenant les enrayer. Mais si on n'a pas du sang, quelle que soit la magie, on ne pourra rien faire. Je pense que je vais exhorter tout un chacun de nous de pouvoir vraiment donner son sang, si la personne est capable de le faire, pour qu'on puisse sauver des vies humaines. C'est important qu'au niveau de chaque famille, au niveau de chaque foyer, qu'on puisse avoir au moins un volontaire pour pouvoir lui donner du sang. C'est très important. Donc voilà ce que je peux ajouter par rapport à ça. Merci. En une phrase, quelle est votre conclusion pour l'émission de ce soir? Ma conclusion pour l'émission de ce soir, je voudrais exhorter les chers concitoyens, chers téléspectateurs, à pouvoir utiliser au minimum les emballages et les sachets plastiques. Parce qu'il y a des objets par lesquels quand on les paie, on n'a même pas besoin de plastique. Mais les gens, nous en demandons. On n'a pas tellement besoin parce que c'est ces usages uniques là maintenant qui font que présentement nous avons un problème sérieux au niveau de la planète. Par rapport à ce que nous venons de dire sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, il est bon que nous puissions maintenant commencer par adopter des bons comportements sans toutefois être sensibilisés par rapport à ça. Parce que quand vous voyez maintenant au niveau de la nature, quand vous voyez maintenant au niveau du paysage urbain, le sachet plastique, même si sur le plan sanitaire il n'est pas bon, en réalité maintenant ça dit que notre paysage urbain vient nous dire exactement que nous sommes dans un perpétuel danger en termes de salubrité par rapport à ça. Parce qu'il crée beaucoup de dommages sur la faune sauvage, que sur la faune domestique et aussi maintenant pour la santé humaine. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane. Merci à vous. Et merci d'être passé dans cette émission. Mesdames et messieurs, c'est fini. Pour santé d'abord de ce soir, donner de son sang, c'est sauver des vies. Un geste simple que tous nous pouvons faire si nous sommes en bonne santé, si nous pesons 50 kilos et plus. Je vous retrouve mardi prochain. À très bientôt.